Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cancer, culture et soins. Thiédaba Koné. Cancer, culture et soins. Une approche humaniste de la prise en charge des patients. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 13 847. EAN 9 782 296 138 407. Remerciements. Cet ouvrage fait suite à mon travail de recherche en 2006 à 2007 dans le cadre du diplôme de psychiatrie transculturelle à Paris 13. Je remercie de tout cœur le professeur Marie-Rose Moreau de m'avoir initié à cette démarche transculturelle, fondamentale dans ma pratique professionnelle et bien au-delà. Que le Dr Issam Idriss, le Dr Gesturm et Madame Barbara Benassine soient chaleureusement remerciés pour leurs précieux conseils et leur disponibilité. Pour la relecture de ce travail, je voudrais remercier Mademoiselle V. Perron, S. Boursier et tout particulièrement J. Cassière pour ses précieux conseils. Un grand merci à P. Delacroix pour la mise en page et la partie technique du texte. Je remercie également J. Summerton, M. Hansen, Aluquet pour la traduction de mon préambule en anglais, allemand et en espagnol. Que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour répondre à mes questions trouvent ici l'expression de ma reconnaissance. À mes chefs de service, mes différents cadres de santé, à tous mes collègues, j'adresse mes sincères remerciements. Merci à Simone et Michel Pastor pour leurs témoignages pertinents. Enfin, à mes enfants Mathis et William, à ma compagne Marie-Pierre. Je n'oublie pas ma famille restée là-bas, mais toujours présente chaque instant à mes côtés. Thiédaba Koné est né à Dagaba, petit village de forgerons au nord de la Côte d'Ivoire. Il appartient à la caste des forgerons. Initié très tôt par son père aux techniques de la forge, il est ensuite confié à son grand-père maternel comme le veut la coutume. Celui-ci se chargera de son éducation à la médecine traditionnelle et au monde sacré des masques. Il reviendra quelque temps plus tard à l'enseignement de son père, très grand chasseur et haut dignitaire des forgerons qui affine sa formation traditionnelle au langage des plantes. Thiédaba Koné vit en France avec sa petite famille. Il a longtemps travaillé au CHU de Grenoble. Il n'a rien oublié des nombreux enseignements reçus dès son jeune âge. Chacun de ses retours dans son pays d'origine lui offre l'occasion de compléter ses initiations et ses diverses formations. Après sa thèse de 3e cycle en psychogérontologie à l'UFR de psychologie clinique, Grenoble 2, il a obtenu le DESS des politiques sociales à l'UFR des sciences économiques à la Faculté des sciences économiques de Grenoble. Travaillant dans un service de cancérologie, il prépare et obtient le diplôme interuniversitaire de soins palliatifs et d'accompagnement à Grenoble I et le diplôme universitaire de psychiatrie transculturelle à Paris 13. Président de l'association Amitié Isère Dagaba 1. Membre de l'Association internationale d'ethnopsychanalyse, Paris. Il est également membre de la Société des africanistes, Paris. Actuellement, il travaille dans une maison de retraite de la banlieue grenobloise comme infirmier diplômé d'État. Un site internet de l'association http://www.dagaba.org. Préambule 1. Une journée dans ma case 2. Arrivé en Europe il y a quelques années, j'ai observé la manière de vivre des Européens en Europe, leur façon de créer et d'entretenir des liens familiaux et amicaux, leur façon de rire, leur rapport à la nature, leur façon de vivre leur sexualité, les rapports entre les femmes et les hommes, le sens qu'ils donnent à la vie et les grandes valeurs qui colorent cette vie. Ensuite, je me suis intéressé aux rapports entre les générations, jeunes, vieux, sans oublier les valeurs comme le travail, le non-travail. J'ai également observé les non-européens vivant en Europe, leurs relations intracommunautaires et extracommunautaires, c'est-à-dire avec d'autres non-européens ou avec des non-français.
Tout ceci pour me situer par rapport à ce phénomène complexe de transculturalité, d'interculturalité, de métaculturalité, de multiculturalité, de pluriculturalité. Je voulais avoir une idée exacte sur la façon dont ces hommes et ces femmes partagent cet espace de rencontre et de vie. Comment cet espace peut devenir un espace de non-rencontre, de vie et de non-vie à la fois. Grâce à toutes ces observations, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup désappris aussi. Enrichi et appauvri à la fois, je suis reparti dans mon village natal en Côte d'Ivoire. Ce retour a été une révélation pour moi. Ensemble avec les miens, nous avons fait le bilan de plusieurs années d'absence, de plusieurs années hors de cette terre-mère qui a inauguré mes premiers pas. Des années vécues physiquement absents tout en partageant les mœurs, les coutumes, les moments forts des rites de passage par la pensée. De ma case ronde, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais faire et à tout ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais resté au village. Un bilan rapide m'a fait prendre conscience que l'on n'est vraiment heureux que chez soi, au milieu des siens. Je me suis également rendu compte que ce temps d'absence a forgé en moi une autre force, comme s'il m'avait transformé, remodelé comme si ce temps avait fait de moi un autre homme différent de celui que j'étais, alors qu'en apparence, je suis toujours celui que je suis, celui que je fus, celui que j'ai toujours été. L'homme part en voyage avec toute son histoire et comme son ombre, l'histoire de ses origines le suit partout. Loin des miens tout en étant encore plus près d'eux par cette pensée magique, j'ai appris à parler à l'autre. À cet autre comme moi, mais différent, parce qu'il est loin de ma culture et en même temps il est proche de moi parce qu'il est que je suis frère d'humanité. Hors de chez moi, j'ai également appris à regarder l'autre. En même temps je me suis mise à son école pour mieux le comprendre, connaître un peu plus que ce que je crois savoir de lui, mais que sais-je de lui au juste? Que sais-je de celui qui est différent de moi par la culture, mais qui est mon semblable le plus proche parce que c'est lui et parce que c'est moi? J'ai appris à désapprendre, à ne pas savoir pour mieux comprendre, mais à comprendre pour mieux savoir. J'ai appris à écouter l'autre grâce à la force du tour de parole 4. Ainsi j'ai appris à le sentir pour mieux le comprendre, à être touché par lui et à le toucher, sans vraiment le toucher avec ma main sensible, mais avec cette main amie qui n'est que le prolongement de mon cœur. J'ai en plus appris à sentir le parfum universel, le parfum de l'autre, étranger hors de chez lui, et à me demander, mais où est donc chez moi au juste? Un homme en exil, un immigré, vit toujours ailleurs. L'homme d'entre deux, comme je le suis aujourd'hui, est de nulle part puisqu'il devient un étranger dans son propre pays, dans son propre village tout en n'étant jamais totalement de son pays d'accueil, aussi intégré soit-il. Mais quelque part cet homme est devenu par la force des événements un homme sans frontières, du moins devrait-il l'être. Ainsi dans cette aventure, j'ai appris que tout compte fait, c'est par la pensée que se vit le véritable amour, la pensée rapproche. 1. Voir en fin d'ouvrage les traductions du préambule en anglais, allemand et espagnol. 2. Voir annexe 1, la symbolique de la case ronde. 3. Vance Packard, L'homme remodelé, ed. Kalman Levy. 1978. 4. Le tour de parole en Afrique permet à chacun au cours d'une réunion, de s'exprimer. La parole est donnée à chacun, ce qui permet à tous d'entendre ce que dit l'autre. Jamais, deux personnes ne doivent parler en même temps, et il est interdit de couper la parole à celui qui parle. Introduction. Bonjour mon frère. Annie Sogoma, Mbadé. Comment vas-tu? Ika Kanin. Bien et toi? Ce est Memogo Loudou. Quel est ton nom de famille? Diamo Udiuman. Ainsi se présente-t-on en Afrique traditionnelle occidentale, lorsque deux personnes se trouvent en présence pour la première fois. Que cette rencontre soit programmée ou non, il y a un rituel à respecter et ceci quelle que soit la provenance des personnes qui se rencontrent, et quel que soit le motif de cette rencontre. Elle souligne avant tout, le fait qu'elles appartiennent à la communauté humaine, le fait qu'elles sont toutes les enfants de l'univers et qu'elles ont en commun la vie, cette vie qui est faite de rencontres et d'échanges entre les individus de provenance et d'origines différentes, de couleurs, de croyances et de convictions différentes. Je suis animiste des grandes savanes de l'Afrique de l'Ouest. J'appartiens à un petit groupe qui vit encore, peut-on dire, de cueillette, de chasse et de pêche. Forgerons de père en fils, nous fabriquons nos outils à la forge. Je suis donc sauvage d'eux, et dans mon village natal nous établissons des cultes à l'intention de la nature et des ancêtres.
De ce point de vue, nous vivons en harmonie totale avec cette nature sous le contrôle de nos ancêtres. J'appartiens à ce monde d'oralité, qui vit encore au rythme de la nature. Ainsi, nous nous levons quand le soleil se lève, nous nous couchons quand le soleil se couche. Nous mangeons toujours avec la main droite, et jamais avec la main gauche qui sert à tenir le plat. Animiste, j'ai appris dès l'aube de ma vie que l'homme est un livre fermé. Pour le lire, il convient de le prendre avec le cœur et par le cœur. Ainsi s'ouvrira-t-il spontanément et sa lecture sera aisée. J'ai également appris à regarder cet homme, et j'ai compris qu'il était fait de moi et de l'autre, de lui et de moi. J'ai donc appris à lui parler, à parler à l'autre, à cet autre, tout à la fois comme moi mais différent, parce qu'il est loin et en même temps proche de moi en tant qu'humain et que notre différence nous permet d'avoir conscience de nous-mêmes en tant qu'individus spécifiques. Un animisme, du latin animus, est une croyance qui attribue une âme aux objets, aux animaux, à la nature et à ses différentes manifestations. L'animisme africain est une véritable philosophie. Il explique à sa façon les mystères de la vie et de la mort et croit à l'existence d'une relation triangulaire entre la nature, les humains et le sacré. De sauvage signifie ici que je n'appartiens pas au monde qui utilise l'écriture comme moyen de communication. J'appartiens à ce monde d'oralité qui vit encore au rythme de la nature et en harmonie avec elle. Prologue sur la médecine animiste traditionnelle africaine, à la médecine moderne occidentale. D'un monde à l'autre, une approche humaine différente. La guérison nécessite parfois des cérémonies de réconciliation, surtout dans le cas de maladies mentales où le malade doit faire la paix avec son milieu afin de se faire réintégrer. La médecine traditionnelle contribue ainsi à la cohésion de la famille parce que, comme le disent les Maliens, il n'y a pas de fous dans les familles unies. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour la résolution des difficultés de communication entre les membres de la famille. Raymond Johnson. Appartenant au groupe animiste d'Afrique occidentale, j'ai été très tôt initié aux rituels thérapeutiques, mais avant tout, j'ai appris que la maladie que l'on cherche à guérir n'est pas simplement le résultat d'un dysfonctionnement d'un organe provoqué par une cause matérielle, mais qu'elle peut être due à une force intangible. Mes parents pratiquaient la médecine traditionnelle, et notre case était toujours remplie d'étrangers venus d'autres villages pour se faire soigner. Ces personnes qui venaient chez nous pour se faire soigner avaient leur place dans la famille et mangeaient ce que nous mangions. Céréales, racines ou tubercules, viande de brousse, poisson. On partageait tout avec elles. Les repas pris ensemble et parfois certains petits travaux domestiques et les différentes fêtes du village. Avant de commencer à traiter le malade, disait souvent mon père, ce dernier doit se sentir accepté et accueilli en tant que personne ayant des savoirs, des connaissances, des valeurs qui sont à prendre en compte dans la recherche d'une solution à son problème. On accueille d'abord la personne, et durant la conversation qu'on aura avec elle, on cherche à savoir d'où elle vient, de quelle famille elle est. Cet entretien vise aussi à l'intégration de la personne malade dans la famille du guérisseur, puis à la vie du village. Ces éléments sont utiles tant pour le malade que pour le soignant. Le but du traitement étant d'aider la personne à retrouver son équilibre au milieu des siens d'abord, puis à être en harmonie avec la nature dans laquelle elle puise ses forces. Ainsi, en médecine traditionnelle, il n'y a pas que les causes naturelles de la maladie qui préoccupent le tradit praticien. Il s'intéresse avant tout à la personne et à son environnement, c'est-à-dire ses rapports à son groupe ethnique, ses habitudes de vie. En effet, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à lutter contre la maladie, et chaque culture a inventé sa médecine pour soigner ses malades. Cette médecine a permis aux populations villageoises de survivre à travers les âges, aux agressions de tous ordres dans un environnement toujours hostile. La médecine traditionnelle africaine considère l'homme comme un être total, un être indissociable de son environnement, un être à la fois matière et esprit. Ainsi, en cas de maladie, avant de chercher une cause naturelle, on cherche à savoir si l'individu malade a transgressé un interdit. A-t-il commis une faute vis-à-vis du groupe auquel il appartient? Serait-il en désaccord avec un esprit, avec un ancêtre? Se serait-il rebellé contre son groupe ethnique? La médecine a pour tâche ici non seulement de guérir un individu de ses troubles, mais aussi de le faire participer dans les correspondances, qui le situent dans le cosmos en général et dans les us et coutumes en particulier. Cette démarche qui cherche avant tout à aider la personne à mobiliser toutes ses ressources pour lutter contre la maladie,
est ainsi profondément anthropologique et transculturelle dans la mesure où elle tient compte des références culturelles du patient. En arrivant en France, j'ai rencontré une autre médecine héritée d'Hippocrate et qui pense que la maladie est similaire chez tous les hommes, autrement dit séparée de son support qu'est la personne dans sa singularité individuelle et sociale d'une part, et d'autre part, coupée de tout ce qui a un sens divin selon l'expression du docteur Logmo du Togo et réservée à l'étude des causes objectives. Pour compléter ma formation paramédicale d'infirmier et bien connaître et comprendre les enjeux de cette médecine, ainsi que le contexte socio-politico-institutionnel dans lequel elle s'inscrit, j'ai entrepris d'autres études en sciences sociales, dont une année de formation en gérontologie sociale à l'IEP de Grenoble, 2 années de sociologie à Grenoble 3, une thèse de 3e cycle en psychogérontologie à Grenoble 2, un DESS de politique sociale à Grenoble 2, un DIU de soins palliatifs et accompagnement à Grenoble I, et un DU de psychiatrie transculturelle à Paris 13. Toutes ces études m'ont aidé à prendre de la distance par rapport à ma pratique, tout en m'aidant à cheminer avec les patients et leurs familles. Mais, ai-je vraiment cerné le véritable objectif de la médecine moderne ? Pendant plusieurs années, j'ai été en contact quotidien avec des malades atteints de cancer. Ces personnes malades qui viennent pour se faire soigner arrivent avec leur histoire, leurs souhaits, avec un ou des projets. Ces femmes et ces hommes atteints de cancer sont français, d'origine ou issus de l'immigration, ou étrangers. Ils sont célibataires, mariés, avec ou sans enfants, en activité ou à la retraite ou encore à la recherche d'un emploi. Le malade est d'abord une personne avant d'être un malade, avant d'avoir l'étiquette de malade. Cette personne appartient aussi à un groupe social qui lui a imprimé des valeurs qu'elle porte partout avec elle et par rapport à la maladie, elle a des représentations qui s'enracinent dans l'histoire de son groupe d'appartenance. De ce point de vue, en tant que soignants médicaux ou paramédicaux, nous n'accueillons pas un malade dans nos institutions ou dans nos bureaux, mais une personne avec toute son histoire, et avec toutes les références de son groupe d'appartenance. Travailler dans un service de cancérologie, mais certainement aussi dans d'autres services, suppose donc que l'on s'intéresse en amont aux différents groupes humains, à leur culture et à leurs habitudes respectives. Ceci permet de bien connaître les différentes représentations que chaque groupe ethnique a de la notion de santé et de la maladie, quel sens il donne à la vie et à la mort et quelle connaissance a de sa maladie, la personne qui vient pour se faire soigner. Cette démarche me paraît en effet essentielle pour adapter avec le plus de finesse, de justesse et d'humanité possible, les réponses aux différentes questions posées par le patient ou par sa famille pendant les consultations. Certaines questions peuvent effectivement créer un malaise chez le soignant, par exemple, « Docteur, pensez-vous que je vais guérir ?» Et inversement, certaines réponses du soignant peuvent troubler le malade. Si j'ai choisi de faire ce DU de psychiatrie transculturelle, c'est tout d'abord pour comprendre et appliquer la démarche transculturelle dans ma pratique quotidienne, ensuite pour être capable de la partager avec mes collègues et en faire bénéficier patients et familles. Que le patient soit français ou issu d'immigration, la démarche transculturelle est un outil précieux qui permet aux soignants d'éviter des mots, des gestes mal à propos lorsqu'il est en face d'un patient atteint d'une maladie grave, lors d'une consultation d'annonce, ou bien lorsqu'il faut annoncer au patient l'aggravation de sa maladie, le changement d'un traitement. D'autant plus que dans un service de cancérologie, la question de la vérité est à l'ordre du jour quotidiennement. Les soignants, toutes qualifications confondues, et en particulier les médecins sont confrontés à cette situation. Le cancer étant assimilé à la mort, cette réalité met patients et soignants dans des situations le plus souvent inconfortables. Pour le patient, quelle question poser sans que la réponse se rapporte à la mort ? Pour le soignant,
Quelle réponse faut-il donner au patient pour le respecter dans la vérité qu'on est amené à lui transmettre? Faut-il dire la vérité ou mentir au patient? C'est l'ensemble de ces questions qui colorent mes réflexions dans cet ouvrage. En Afrique traditionnelle, les habitants des villages extérieurs sont appelés des étrangers. Première partie, exposé de la problématique. L'hôpital, lieu de soins, lieu d'angoisse. Pour l'autochtone comme pour l'étranger, l'hôpital, lieu de soins, mais aussi lieu d'angoisse, peut être défavorable à la guérison. L'hôpital est le lieu de soins, de soulagement par excellence, mais derrière ses apparences, c'est un lieu d'angoisse, en particulier pour une personne étrangère à notre culture. Il y a le risque des malentendus qui peut nuire au projet thérapeutique des soignants et perturber tout espoir de guérison du patient. L'hôpital, c'est aussi un lieu de rencontre entre personnels soignants composé de personnels médicaux et non médicaux, travaillant dans un esprit de complémentarité, chacun possédant des qualifications et des techniques très sophistiquées, et les personnes malades qui sont définies comme objet de ces techniques. L'hôpital, c'est également le lieu où se rencontrent deux personnes, un médecin et un patient, donc deux subjectivités dont l'une, le médecin, qui sait, et l'autre, le patient, qui devient ou risque de devenir un corps malade à soigner. C'est dans cette rencontre complexifiée par le fait que ces deux personnes n'appartiennent pas toujours à la même culture, que le phénomène de contre-transfert est plus que jamais à l'ordre du jour. Ainsi, l'hôpital est le lieu par excellence de difficulté à partager entre le patient qui vit dans son corps une maladie au pronostic sombre, et le soignant qui n'a pas toujours la bonne réponse aux différentes questions que lui pose son patient concernant sa maladie. Ceci est d'autant plus vrai avec un patient appartenant à une autre culture. Je travaille donc dans un de ces lieux depuis quelques années en tant qu'infirmier. Ce service accueille des patients des deux sexes de 28 à 80 ans, et ce sont exclusivement des personnes atteintes de maladies graves. Si certaines personnes viennent dans ce service pour rencontrer un spécialiste et faire le point sur l'évolution de leur maladie, pour poursuivre ou débuter une chimiothérapie en concomitance ou non avec une radiothérapie, nombreuses sont celles qui arrivent dans un état bien avancé de leur pathologie et nécessitent dès lors des soins d'accompagnement et de soutien pour elles-mêmes et pour leurs proches. Parmi ces patients, certains sont d'origine étrangère, certains d'entre eux ont quitté leur pays depuis plusieurs années, d'autres sont arrivés en France par regroupement familial, d'autres encore sont nés en France. Ils sont parents, grands-parents, d'autres n'ont que des amis, la famille étant restée dans le pays d'origine. Il faut ajouter à ces derniers ceux qui viennent en France uniquement pour se faire soigner, avec le projet de retour après la guérison. Parmi cette population d'origine étrangère, certains patients arrivent dans un état doublement fragilisé du fait de la maladie grave dont ils sont atteints, à quoi s'ajoute la douleur de l'exil. Dans ce service où des patients de toutes nationalités et de cultures diverses viennent pour se faire soigner, les soignants et en particulier les médecins, sont quotidiennement confrontés à la question de la vérité. Nombre de patients veulent en effet tout savoir sur l'évolution de leur maladie, résultat des différents examens pratiqués et le pourquoi de ces examens. Dans le même temps, nombreux sont ceux qui ne veulent pas tout savoir ou qui ne veulent pas admettre ce qui se passe. Ceux-là sont dans le déni. Beaucoup de ces patients se savent condamnés à plus ou moins longue échéance, les questions qu'ils posent ou leurs remarques sont parfois dérangeantes. À quand mon tour ? Ou bien, quand je serai mourant et bon pour la casse, serez-vous là pour me tenir la main ? Ou encore, si les résultats de mes examens sont bons, alors je dirai que j'ai passé mon CAP de cancéreux. Ou bien, la personne qui était dans cette chambre est morte ce matin, elle avait la même maladie que moi. Alors j'ai pensé que bientôt ça va être mon tour, qu'en pensez-vous docteur ? Mais que m'avez-vous fait pour que je devienne comme je suis devenu ? Il y a 4 mois, je conduisais encore ma voiture sans problème, faites-moi donc dormir pour toujours. Le médecin n'est pas toujours prêt à recevoir de telles questions ou remarques, ni à y répondre. Tout compte fait, à quoi ces questions renvoient-elles chez les soignants ? À leur propre mort ? Et pourquoi cela dérange-t-il ? La plus grande vulnérabilité des médecins lors de l'annonce d'un diagnostic est donc bien sûr d'ordre psychologique. 1. Ce qui amène tous ces patients et d'où qu'ils viennent, c'est leur maladie, leur souffrance physique, leur espoir, leur envie de guérir et pouvoir mener des projets à terme et revivre comme avant. Mais cette maladie s'inscrit dans l'histoire singulière de la personne, elle-même prise dans un réseau de relations à son environnement, à ses valeurs, à ses croyances.
Chaque patient arrive dans ce service avec un ou plusieurs projets dans sa valise. Tous pensent que le médecin sait tout, de l'état de l'évolution de leur pathologie. Ils espèrent tous que le médecin peut les guérir. J'ai confiance en mon docteur, il va me guérir. Ainsi, le médecin se sait porteur de cette confiance que les patients lui font puisqu'il a en sa possession les résultats des différents examens qui le renseignent effectivement sur l'état de la maladie. Le médecin a ainsi, avec ses patients, une relation de type paternaliste dans la mesure où il donne des directives. Il est dans cette relation, celui qui détient tout le savoir alors que le patient ne sait rien, il conseille le patient, dicte la conduite à tenir. Pour certains malades la mort est proche, pour d'autres non, mais pour tous, la mort est au bout, puisque le cancer est assimilé à la souffrance, à la mort. Qui augmente son savoir, augmente sa souffrance d'eux. Mais le savoir du médecin, qui fait de lui un expert dans ce domaine de l'art médical, ne le met-il pas quelquefois mal à l'aise dans sa rencontre quotidienne avec le patient, cet autre, ce semblable, ce différent qui peut être de la même culture ou de culture différente, ce patient qui est un autre semblable bien que différent de par sa culture? Qu'attend-il de ce sachant détenteur de tout savoir et de tout pouvoir médical? Bien sûr l'autre, c'est avant tout le malade qui est souvent source d'échec pour le médecin. Que peut donc dire ce médecin à ce patient de tout ce qu'il sait de sa maladie, de son évolution et du pronostic, notion délicate pour le médecin lui-même? Selon le vieil adage, toute vérité n'est pas bonne à dire ou toute vérité n'est pas à dire n'importe comment. Pris entre l'obligation de ne rien cacher au patient, droit à l'information, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient article 7, et certains aménagements que l'expert se construit pour se protéger et peut-être protéger le malade, que va-t-il choisir? S'agissant de maladies graves, le malade est-il en état d'entendre toute la vérité? Et le médecin est-il prêt à dire au patient tout ce qu'il sait de sa pathologie? Entre vérité et mensonge. Mensonge ou non-dit? Que va-t-il choisir? Mais de quelle vérité s'agit-il ici? Vérité ou réalité? La vérité que le patient veut entendre ou celle de l'expert? S'agissant de la mort à venir, tout échange verbal ou non verbal entre le médecin et son patient est un moment crucial pour les deux interlocuteurs, dans la mesure où ces deux personnes n'ont pas les mêmes repères par rapport à cette mort, ni par rapport à la maladie. Comment présenter la réalité de la gravité de la maladie, ou l'arrêt de tout traitement devenu inutile vu l'état du patient, surtout lorsque le médecin et le patient n'appartiennent pas à la même culture. Dans tous les cas, le médecin, en tant qu'être humain, acteur social, politique et religieux, est-il à l'abri d'un ébranlement avec tout ce qu'il sait ou ne sait pas de la maladie de l'autre? Cet autre qui est son proche et son semblable, est-il à l'abri d'une angoisse dont les différentes manifestations peuvent engendrer chez le malade une sidération, une perte des repères, une perte d'espoir, une perte de confiance, dans la mesure où certaines questions du patient et la façon d'y répondre du soignant peuvent influencer de façon décisive la relation soignant-soigné. Ce sont mes observations quotidiennes de la rencontre de ces deux types de personnes. Le malade qui vit douloureusement sa situation de personne atteinte de cancer, et le soignant qui sert de contenant à toutes ces personnes venues d'horizons et de classes sociales différentes, qui ont servi de point de départ à mes questionnements. Mais avant toute chose, il me semble important de consacrer un chapitre au cadre théorique, qui éclairera le lecteur tout le long de ce travail de recherche. 1 Delporte C. Dire la vérité aux malades, page 19, ed. Odile Jacob, Paris 2001. 2 Philibert Monsieur, lors d'un congrès international de gérontologie sociale à Grenoble en 1983. 2 Les cadres de recherche. 2 à 1 Le cadre environnemental de recherche. Ce cadre se subdivise en deux secteurs de soins. Un secteur hôpital de jour, qui compte 5 lits et reçoit les patients qui viennent à la journée pour recevoir leur traitement chimiothérapie. Les patients de cette unité gèrent leur traitement entre le domicile et l'hôpital. Traitement contre la douleur, traitement chimiothérapique et entre-deux cures, examen de contrôle, faire le point avec l'oncologue référent. Mais à l'occasion de ces consultations, le médecin peut décider une hospitalisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.